Comment prendre des empreintes digitales? On en parle régulièrement dans les films et séries, mais comment est-ce qu'on les relève réellement? Comment est-ce qu'on les classe? Peut-on vraiment retrouver tout le monde? Eh ben venez, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue dans l'Antre l'Apprenti-vore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, nous allons parler des empreintes digitales telles qu'elles sont utilisées par la police sur une scène de crime pour tenter de découvrir les coupables ou les personnes présentes. Ces méthodes sont telles qu'elles m'ont été enseignées par le docteur Philippe Boxeau, médecin légiste et professeur de médecine légale, avec qui j'ai eu cours pendant 3 ans, en plus d'un stage à l'Institut médico-légal. Nous verrons quels sont les d'empreintes et les différentes techniques qu'on peut utiliser pour les prélever. On examinera aussi ce qu'on recherche dans une empreinte et comment on les classe. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vous expliquerai comment on s'en sert réellement sur le terrain et quelles sont leurs limites, et donc si vous pouvez être retrouvé grâce à ces techniques. Je vous livrerai aussi 2 cas réels où la recherche d'empreintes a été très foireuse. À la fin de la vidéo, vous saurez comment la police scientifique travaille sur les empreintes et vous saurez distinguer ce qui est vrai ou faux dans les films et séries. Alors, si vous voulez en apprendre toujours plus sur le monde qui nous entoure, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la communauté des apprentivores, ceux qui aiment apprendre. Alors pour commencer, il faut savoir que la criminalistique, c'est-à-dire l'intégration des actes de police scientifiques et techniques, est une science essentiellement comparative. Ce que vous trouvez sur une scène de crime doit être comparé à un élément que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez une trace de pneu, eh ben, vous devez la comparer à un modèle de pneu. Si vous avez une balle, il faut la comparer à une autre balle. Et pour les empreintes digitales, c'est la même chose. L'empreinte que vous trouvez sur une scène de crime doit être comparée à une que vous avez. Toute seule, elle ne sert pas à grand chose. Ok, c'est super, j'ai une empreinte, mais elle est aussi utile que celle qu'on prenait quand on était gosse avec de la colle. Ouais, oui, allez. Je pense que vous l'avez sans doute fait. Au pire, vous pouvez la garder en espérant de la comparer plus tard à une autre que vous avez obtenue. Attention, les délais pendant lesquels on conserve une empreinte varient suivant les lois des pays. Et je dis bien les délais, parce que ça peut encore être différent suivant qu'on a affaire à un délit, à un crime ou encore d'autres conditions. D'ailleurs, si vous connaissez les procédures en vigueur dans votre pays, n'hésitez pas à les expliquer en commentaire pour les partager avec tout le monde. Alors les empreintes digitales, elles sont universelles. Tous les êtres humains en ont. Elles sont aussi immuables, c'est-à-dire qu'elles sont figées dès le 4e mois de vie utérine. Elles sont inaltérables, elles ne changeront plus au cours de la vie, sauf en cas de cicatrice bien sûr. Elles sont uniques, tout le monde a des différences, même les vrais jumeaux. En effet, ils ont le même ADN, mais pas les mêmes empreintes. On suppose que c'est dû à une différence de pression dans l'utérus, qui va donner des plissements différents, vu que forcément, les jumeaux n'occupent pas la même place dans l'utérus. Elles seront quand même assez semblables, car il y a quand même un facteur génétique, mais elles ne seront pas identiques. Les empreintes sont aussi très fragiles. La trace, pas l'empreinte en elle-même. Alors on distingue des empreintes visibles et des empreintes latentes. Les visibles, ce sont celles qu'on peut voir directement, soit parce qu'elles sont positives, c'est le doigt qui a déposé une substance, genre il y avait de l'encre dessus, de l'huile, du jus de fraise, de la mayonnaise, enfin voilà. Soit alors elles sont négatives, c'est-à-dire que le doigt a retiré de la substance, par exemple de la poussière, de la farine, de la peinture. Par contre, les empreintes latentes, elles ne sont pas visibles à l'œil nu et elles doivent faire l'objet d'une révélation par l'usage de techniques que nous verrons plus tard dans cette vidéo. Elles sont constituées par des sécrétions organiques, genre acides aminés, urée, protéines, etc. Et aussi inorganiques, telles que de l'eau, des chlorures, etc. Elles sont sécrétées par les glandes sudoripares, celles qui produisent la transpiration, et par les glandes sébacées, ce sont celles qui fabriquent le sébum, qui limite le dessèchement de la peau. Alors on distingue des composés solubles dans l'eau, tels que les acides aminés, le calcium, le potassium, etc. Et alors des composés insolubles dans l'eau, tels que les acides gras, le cholestérol, les triglycérides, voilà. C'est cette variété dans la composition des traces qui permet d'utiliser toute une sorte de méthode différente qu'on va voir bientôt.
Il existe aussi ce qu'on appelle des empreintes moulées, c'est-à-dire celles qui sont le résultat d'une apposition sur une surface malléable comme une bougie. Elles sont visibles, mais il faut réaliser un moulage pour révéler l'empreinte. Alors pour identifier quelqu'un, on recherche des points de similitude entre les empreintes. On estime s'il y a 17 points de similitude entre deux empreintes, on a une certitude absolue qu'elles appartiennent à la même personne. De 12 à 17, on parlera de certitude raisonnable. De 8 à 12, on parlera de présomption. Et en dessous de 8, on ne parlera de présomption que si les points de similitude sont rares ou atypiques. On verra aussi dans cette vidéo que de nombreux pays pourtant utilisent 12 points de similitude dans leur fichier. Et on verra aussi vers où on se dirige dans le traitement des empreintes. Je parlerai également de 2 affaires célèbres où la détection s'est avérée erronée. Alors restez bien avec nous si vous voulez les connaître. Alors, avec 7,2 milliards d'individus sur Terre, on a donc 72 milliards d'empreintes différentes. Ben oui, on a 10 doigts, donc il faut faire x10. Hein. Et alors, quand les précurseurs de la dactyloscopie ont remarqué la grande variété des dessins digitaux, ils se sont rapidement posé la question de savoir comment établir un système de classification pour ranger toutes ces fiches. Aujourd'hui, ces différents systèmes ne sont plus trop à l'ordre du jour, avec le classement et le traitement informatique, mais le principe de tri et d'identification reste similaire. Alors dans une empreinte, on peut distinguer 2 groupes de points identifiables, qui sont d'un côté les figures fondamentales et les points caractéristiques, qu'on appelle aussi minuties. Pour les figures fondamentales, on a les arcs, les boucles et les verticiles. Vous pourrez trouver dans la littérature quelques variations sur les noms et les types, mais le principe reste le même. Les arcs, ce sont des dessins en forme de voûte qui peuvent être plus ou moins pointus ou aplatis. Pour les boucles, il y a aussi 2 types. Les boucles internes, c'est-à-dire que le triangle là se situe à droite, et les boucles externes où le triangle se trouve à gauche. Et alors on ajoute aussi ce qu'on appelle le nombre de Galton. Ça, c'est le nombre de crêtes que croise une ligne tracée entre le centre de la boucle et le triangle. Quant aux verticiles, ce sont des formes circulaires ou dites en lac qui se caractérisent par 2 triangles situés de part et d'autre de leurs extrémités inférieures. En suivant la ligne de crête qui part du triangle de gauche jusqu'au triangle de droite, on regarde si on atteint le triangle de droite. Et à ce moment-là, si on est pile dedans, on le note M. Si on passe au-dessus, on le note I. Et si on passe en dessous, on le note O. En ce qui concerne les points caractéristiques, appelés donc aussi minuties, ce sont des formes plus locales et particulières sur les lignes papillaires qui précisent encore l'empreinte. Alors il est aussi possible d'étudier l'empreinte des pieds, qu'on appelle pelvascopie, ou celle de la paume des mains, qu'on appelle chiroscopie. Alors quand on a une empreinte, pour trouver à qui elle appartient, il faut comparer donc avec une que vous avez. Mais si vous disposez de 100 000 fiches ou d'1 million de fiches, et qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle, vous devez comparer avec ce que vous avez, c'est le meilleur moyen de devenir fou. En plus d'être un boulot particulièrement passionnant. Alors, on a créé plusieurs méthodes pour encoder les empreintes. Il y a la méthode de Vlcetic. Alors, Juan Vlcetic était un fonctionnaire de police austro-hongrois et naturalisé argentin. Et en 1891, il a créé son système de classement. Alors, on regarde le dessin principal présent sur la pulpe du doigt et on le code par une lettre si c'est au pouce et par un chiffre si c'est aux autres doigts. Ainsi, un arc sera codé A pour le pouce et 1 pour les autres doigts. Une boucle interne est codée I au pouce et 2 aux autres doigts. Et ainsi de suite. On obtient alors une formule qui va du pouce droit à l'auriculaire gauche et on a 1 048 576 possibilités, ce qui est nettement insuffisant. Il existe aussi la méthode de Galton-Henry. Oui, le Galton de tout à l'heure. Ici, on va créer une formule, celle-ci. Ici, une boucle vaut 0 et un verticille vaut 16 au pouce, 8 à l'index, 4 au majeur, etc. On va additionner tout ça et on va inverser la fraction. Donc si on a 8 onzièmes, ça devient 11 huitièmes, ce qui veut dire que la fiche d'empreinte est classée dans le 11e tiroir de la 8e rangée. Cette technique permet de distinguer 1204 possibilités, ce qui est également largement insuffisant. Mais on peut augmenter la précision en distinguant les arcs et les boucles, en comparant les crêtes et en classant les verticiles en IOM, comme on a vu tout à l'heure. Enfin, d'autres systèmes de codage sont utilisés suivant les pays, avec plus ou moins de précision, mais toujours basés sur la représentation des 10 doigts, d'où le nom de fiche décadactylaire. Cette méthode est appelée approche
quantitative. On compte les points. Et est encore utilisé dans de nombreux pays tels que la France, la Belgique, la Finlande, Hong Kong, Israël, la Grèce, l'Espagne, les Pays-Bas, etc. Et ce, avec ces 12 points de similitude minimum. Et on verra ça bien. Cependant, dans certains pays, tels que les États-Unis, il n'y a pas de minimum légal de points caractéristiques. L'expert emploie alors une approche holistique qui se fait sur 3 niveaux. Un premier niveau est la morphologie générale. On peut alors classer par famille, boucle, verticille, etc. Ce qui permet d'exclure déjà pas mal de cas. Le deuxième niveau, c'est une analyse de la morphologie locale, c'est-à-dire des particularités, les crêtes, arêtes, bifurcations, etc. Avec donc les points caractéristiques. Et enfin, le troisième niveau consiste à l'analyse des morphologies fines, c'est-à-dire la densité des pores, l'analyse des bords de crête, etc. Cette méthode peut aussi être couplée à un outil statistique, c'est-à-dire qu'on complète avec les minuties sur base du fait qu'une empreinte mesure en moyenne 80 mm² et que toutes les formes n'ont pas la même valeur. On a des plus rares, on a des plus fréquents. On calcule alors la probabilité d'avoir les mêmes particularités en fonction de ce tableau. Donc, si on a un crochet, 2,13, 2 bifurcations, 2 fois 1,42 et 4 arêtes de crête, 1,08, on obtient 18,05, soit une probabilité de 10 moins 18, c'est-à-dire une chance sur 16 milliards d'habitants. Cette méthode a l'avantage de prendre en compte de nombreux facteurs et il semblerait que ce soit vers cette technique que l'avenir nous dirige, plutôt que l'approche quantitative qu'on vient de voir. En tout cas, c'est ce que de nombreux experts du domaine prétendent. Enfin, il y a le système AFI, Automated Fingerprint Identification System, qui est un système informatique qui permet la comparaison automatique des empreintes et limite l'intervention humaine. En France, le système utilisé est le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, qui lui permet de traiter les traces comportant au moins 12 minuties. Et comme on l'a vu, ce principe de 12 minuties est encore utilisé dans de nombreux autres pays. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est une empreinte, on va examiner comment on peut les prélever, à la fois sur les personnes, mais aussi sur les objets. Et vous allez voir que sur les objets, c'est pas si simple. Pour prendre l'empreinte sur une personne, il y a deux possibilités. Soit la personne est vivante, soit elle est décédée. Si elle est vivante, pas de problème, on encre les doigts et on les applique sur la fiche décadactylaire, comme on a vu précédemment. Ou encore, on peut également faire une lecture optique pour l'encoder directement dans le fichier informatique. Si le suspect est un peu agressif, ça peut poser problème, mais pas trop quand même. Si la personne est décédée, ça dépend. Si le corps est toujours intact et que la putréfaction n'a pas encore abîmé les empreintes, pas de souci, on procède de la même manière que sur les vivants. Là, en général, il se plaint pas. Si c'est pas le cas, il faut voir l'état du corps. Pour rentrer dans les détails, il y a 4 possibilités de dégradation des corps. 1. La putréfaction, c'est ce qui se passe le plus souvent dans nos contrées, mais le corps pourrit pour faire ça. Dans ce cas, on va d'abord déshydrater les doigts pendant 2 jours dans un concentré d'hydrate d'ammonium et de glycérine. Le corps peut aussi se momifier. De l'inverse, là, il sèche. C'est assez rare dans nos pays, car il faut des conditions de température et d'humidité particulières. Dans ce cas, on fait l'inverse, il va falloir hydrater le doigt dans une solution d'hydroxyde de potassium. Dans le cas d'un noyé ou d'un corps qui a séjourné dans l'eau, c'est ce qu'on appelle l'adipocire, et bien là, la peau a tendance à s'enlever, et même parfois en ce qu'on appelle un doigt de gant, donc elle vient. Alors, il faut enfiler la peau sur le doigt de l'expérimentateur, et on l'encre normalement. Voilà. Donc vous allez chercher la petite assistante, parce qu'elle a les doigts un petit peu plus fins, vous lui enfilez le doigt, et hop, c'est fait. Et enfin, le dernier cas, c'est celui de la crémation. Alors là, pas besoin de se tracasser, il n'y a plus d'empreinte, il n'y a plus qu'un tas de sang. Alors aussi, si vous voulez savoir comment on détermine l'heure du décès, c'est ici. Je ne m'étends pas plus sur les différentes formes de disparition des corps, c'est pas le but de cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée au sujet. Enfin, il reste encore la possibilité de photographier les empreintes ou de tenter d'en faire un moulage. Alors ça, c'est pour les corps. Parce que pour prélever une empreinte sur une surface, là, c'est plus compliqué. Comme on l'a vu au chapitre sur les types d'empreintes, il y a des empreintes visibles et des empreintes invisibles, qu'on appelle latentes. Si elle est visible, la première chose à faire est évidemment de la photographier. Et ensuite, de la prélever si possible. Par contre, si l'empreinte n'est pas visible, il faut la chercher. Et alors là, il faut se poser essentiellement 2 questions. Est-ce que le support est poreux, genre papier, tissu, billet de banque, ou
non poreux, du style verre, marbre, métal, plastique. Et deuxième question, est-ce que le milieu est humide ou non? Ensuite, on va se rapporter à 2 tableaux pour trouver quelle méthode utiliser, en tenant compte aussi de l'habilité du technicien à les utiliser, mais aussi de la possibilité de les utiliser les unes après les autres, car certaines sont destructrices et après leur utilisation, l'empreinte est détruite et on ne pourra plus utiliser d'autres techniques. Ces tableaux sont ceux proposés par le professeur Margot de l'Université de Lausanne et directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie. Alors, c'est jusqu'ici, vous apprenez des choses, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous savez maintenant quels sont les différents cas qu'on peut rencontrer dans la prise d'empreinte. On va donc examiner quelques techniques parmi les plus utilisées pour les prélever. Il y a d'abord ce qu'on appelle la révélation optique, souvent avec la lampe dite polylight. C'est une lampe qui est capable d'émettre une lumière mais sur plusieurs longueurs d'onde dans le spectre du visible. Elle a pour but d'augmenter le contraste entre l'empreinte et son support. Il y a aussi la photoluminescence. Là, on va utiliser ce qu'on appelle un chromophore, c'est-à-dire une substance qui a la capacité d'absorber une partie du spectre lumineux et d'en renvoyer une autre quand elle est éclairée. Suivant sa nature, la couleur apparaît directement, on parle alors de fluorescence, ou elle apparaît de façon retardée en restant visible alors que l'éclairage a cessé. On appelle alors ça de la phosphorescence. Dans la vie, vous connaissez tout ça, on a tous un autocollant ou un autre objet, et quand on éteint la lumière, il continue de briller. Voilà, c'est la phosphorescence. Par exemple, la carotène, qui donne sa couleur aux carottes, a la capacité d'absorber le bleu et de renvoyer sa couleur complémentaire qui est l'orange-jaune, et qui nous fait voir la carotte comme orange. On a aussi la révélation physique, notamment avec le saupoudrage. On va saupoudrer l'empreinte, et c'est ce que vous voyez souvent dans les séries. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par la différence entre la vraie criminalistique et ce que vous voyez dans les séries comme les experts, vous pouvez aller voir cette vidéo où j'explique les différences principales. Alors cette poudre, ça peut être de la poudre d'alumine, des poudres magnétiques ou encore des poudres fluorescentes. Ces poudres vont adhérer à l'humidité de la sueur, mais forcément, elles ne donneront de bons résultats que dans les 48 premières heures. Après, l'humidité va disparaître. On peut utiliser des poudres de différentes couleurs pour accentuer le contraste de l'empreinte avec le support. La poudre d'alumine est plus efficace et aussi moins chère que la poudre magnétique, mais l'avantage de la poudre magnétique, c'est qu'elle va moins abîmer l'empreinte, car on n'a pas besoin d'un pinceau pour enlever le surplus de poudre. Il suffit de prendre un aimant et hop, le surplus s'en va. Donc, on ne touche pas l'empreinte. Et c'est dans ce genre de cas que l'habilité du technicien intervient, évidemment, comme on en a parlé précédemment. Alors, vous avez la suspension de microparticules. Là, on plonge l'objet ou on le vaporise avec une solution qui contient une poudre qui va réagir avec les sécrétions sébacées de l'empreinte. Ces sécrétions sont insoluble dans l'eau. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser cette méthode quand l'objet a été exposé à des conditions climatiques plus défavorables, comme la pluie. Mais attention, cette technique est destructive. Après, l'empreinte est détruite et on ne peut pas appliquer d'autres techniques. Vous avez la déposition métallique sous vide. Cette technique implique que l'objet sur lequel on cherche des empreintes peut être transporté, car il faut le placer dans un appareil où on va faire le vide. On vaporise alors de l'or qui va se déposer sur le support et on vaporise ensuite du zinc qui va également se déposer et faire ressortir l'empreinte en noir sur fond plutôt jaune. Les limites de cette méthode, c'est évidemment bien son prix. On utilise de l'or notamment, mais par contre, elle permet de révéler des empreintes papillaires sur du tissu, ce qu'aucune autre méthode ne sait faire. Alors vous avez des révélations physico-chimiques, notamment via un révélateur physique, et cette méthode elle se rapproche assez fort de la photographie argentique. Elle a le pouvoir de révéler des traces sur un support poreux qui a été mouillé. Le révélateur, qui est composé d'ions argentés. Bon, pour faire simple, un ion, c'est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu un électron, mais je ne vais pas faire de cours de chimie. Ce révélateur va réagir avec les sécrétions sébacées pour former l'empreinte. Attention, il peut être nécessaire de le plonger dans un bain fixateur pour bloquer le développement de l'empreinte et l'empêcher de devenir toute noire. Grâce à cette méthode, on peut encore révéler des traces assez anciennes, mais elle est destructive, donc à utiliser en dernier recours. On peut aussi utiliser de l'iode. Attention, cette méthode est toxique et doit être effectuée dans une enceinte close. On vaporise des vapeurs d'iode qui vont se fixer sur le sébum et les lipides des sécrétions papillaires. Le résultat donne une empreinte de couleur
prend un marron, et alors on va la fixer ensuite avec un deuxième réactif qu'on appelle le basoflavone, qui fait apparaître l'empreinte en bleu. C'est plus joli, c'est plus visible. Il y a aussi le cyanoacrylate. Cyanoacrylate, on le connaît mieux sous le nom de superglue. Je pense qu'on en voit assez régulièrement son utilisation dans les experts. On place l'objet dans une enceinte sous vide et avec un taux d'humidité assez élevé. Les vapeurs vont alors se déposer sur les sécrétions sébacées et faire ressortir l'empreinte. On peut ensuite y ajouter une autre coloration pour renforcer la trace. Cette technique est assez souvent utilisée car elle a l'avantage d'être assez efficace, bon marché et permet de révéler des traces sur des surfaces qui sont pas planes. On a aussi la révélation chimique, notamment avec le nitrate d'argent. On vaporise une solution de nitrate d'argent qui va réagir avec des chlorures contenus dans les sécrétions écrines de l'empreinte digitale pour donner du chlorure d'argent. Pour ceux qui aiment, voilà la formule. Et une fois exposé à la lumière, ils se décomposent en argent qui vont faire apparaître l'empreinte en noir. Il y a aussi la nihydrine. C'est une solution qui va réagir avec les acides aminés de l'empreinte en les colorant en pourpre. C'est ce qu'on appelle le pourpre de Rühmann. Il suffit de plonger l'objet pendant 24 heures dans la nihydrine, la réaction est un peu lente, pour faire apparaître l'empreinte. Comme pour le cyanoacrylate, c'est une méthode de choix pour les enquêteurs, car elle est sensible, facile d'emploi, bon marché, et peut être utilisée sur des surfaces poreuses. Attention cependant, le produit est toxique, et sa compatibilité avec une recherche ADN ultérieure n'est pas garantie. Ensuite, on a aussi le DFO. C'est une substance avec un nom imprononçable, donc DFO. Comme pour la nihydrine, cette méthode est utilisée sur les surfaces poreuses et réagit également avec les acides aminés. L'avantage est que la réaction est beaucoup plus rapide, 10 à 15 minutes, et a des propriétés de luminescence. Par contre, il est nécessaire de chauffer la réaction et d'utiliser une cuve. Et également, sa compatibilité avec une recherche ADN est incertaine. Enfin, on a le noir amideux, qui réagit de nouveau avec les acides aminés en les colorant en noir. Attention, c'est une technique destructrice et elle est souvent utilisée comme renforçateur. Voici donc quelques explications sur les méthodes les plus répandues. Il en existe d'autres, mais celles-ci sont plus particulières et moins utilisées. Nous allons maintenant voir comment ça marche sur le terrain. Et je vais aussi vous parler de 2 cas où la police est bien passée à côté du but. Alors, est-ce que tout le monde est fiché? Mais bien sûr que non. Il y a même très peu de chances que vos empreintes soient présentes dans le fichier de votre pays. Là, c'est une grande différence avec ce que vous pouvez voir dans les films et séries, où ils trouvent toujours une correspondance. Genre, va un peu voir dans le fichier de la poste du trou perdu au fond de la Louisiane, et paf, l'empreinte est dedans. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des conditions très strictes quant au stockage des empreintes. Et également à propos du délai pendant lesquels elles sont conservées et des procédures de demande pour les retirer. Mais toutes ces procédures varient d'un pays à l'autre, et ce, comme nous l'avons déjà dit dans l'introduction. En général, seules les empreintes des condamnés ou des suspects sont conservées. Cependant, certains intervenants réguliers des scènes de crime ont leurs empreintes fichées pour pouvoir les exclure de celles trouvées sur une scène de crime, au cas où par exemple ils n'auraient pas fait gaffe et qu'ils n'auraient pas mis des gants. De même, il pourrait arriver qu'on prenne vos empreintes, par exemple si vous avez été cambriolé, et qu'on vient relever les vôtres. C'est normal, c'est pour pouvoir les comparer avec d'éventuelles autres trouvées sur place. C'est assez logique d'avoir vos empreintes chez vous, mais il faut pouvoir les différencier de celles de votre cambrioleur. Mais normalement, une fois la recherche terminée, les vôtres seront détruites. La fiche, hein, pas vos doigts. Moi par exemple, ça m'est arrivé, bon, et je dois bien vous avouer que ça n'a rien donné et qu'on n'a pas retrouvé mes cambrioleurs. Attention aussi, de plus en plus de pays intègrent l'empreinte digitale à la carte d'identité. Mais là encore, le traitement dépend de chaque pays. Ainsi, en Belgique, elles ne sont présentes que sur la puce de la carte et ne sont conservées dans aucun fichier. Elles sont là pour pouvoir différencier le possesseur de la carte de celui qui l'aurait éventuellement volé. Vous vous présentez à l'aéroport avec la carte de quelqu'un d'autre. Il semble que ce ne soit pas vous. La personne sur la carte ne vous correspond pas. Alors, avec l'empreinte de la carte, on sait faire la différence. En France, par contre, il existe un fichier qui centralise ces données. C'est le fichier TES, titre électronique sécurisé. Et depuis le traité de Prüm, signé en mai 2005, par la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche, il est possible d'échanger des informations telles que des empreintes digitales ou des profils ADN. Mais ça se fait au cas par cas. Alors au niveau pratique, comment est-ce que ça se passe?
C'est clair que dans le cas d'un cambriolage, on va pas balancer de la poudre dans toute votre maison. Non. On va se concentrer principalement sur les surfaces planes et suivant les méthodes qu'on a vues précédemment, à quel endroit est-ce qu'on aura le plus facile de les prélever. Par exemple, ici, ma main sur la porte du frigo, ce sera plus facile et il y aura plus de chances d'avoir une empreinte complète qu'ici, sur la poignée, où on risque d'avoir une empreinte partielle. Dans la réalité, c'est souvent le cas. On a des empreintes partielles. La belle empreinte bien complète qu'on croirait qu'on a fait exprès de la déposer, c'est assez rare. Et oui, en plus de trouver une empreinte, il faut qu'elle soit suffisamment exploitable, et ce n'est pas toujours le cas non plus. On va aussi se concentrer sur les endroits où votre cambrioleur est passé. Les portes, les armoires ouvertes, etc. Dans le cas d'autres circonstances, telles qu'un revolver qui aurait servi à commettre un meurtre, là, évidemment, on n'a pas le choix. Alors, est-ce que cette technique est infaillible? Eh ben non. Elle dépend de la qualité de l'empreinte, mais aussi de la compétence des personnes qui l'analysent, et ce, malgré tout le système informatique qui peut aider, mais qui ne remplace pas encore l'analyse humaine. D'ailleurs, je vais vous parler de 2 cas, comme je l'ai mentionné auparavant, où la police a fait une belle erreur. D'abord, dans le cas de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès en France. Pour rappel, cette affaire datant de 2011 et qu'on appelle la tuerie de Nantes, dans laquelle la femme et les 4 enfants de Dupont de Ligonnès ont été tués. Et Xavier Dupont, lui, il est suspecté des meurtres, mais il n'a jamais été retrouvé. Et en 2019, la police de Glasgow affirme avoir capturé l'homme sur base de ses empreintes digitales avec 5 points de comparaison. Ce qui a provoqué un remue-ménage en France, l'affaire étant nébuleuse depuis 8 ans. Mais quelques jours plus tard, la police changera d'avis et reconnaîtra s'être trompée. Ils avaient arrêté un Portugais naturalisé français de 69 ans. Autre affaire, le 11 mars 2004, un attentat secoue la ville de Madrid. 10 sacs d'explosifs explosent à bord de plusieurs trains et font 191 morts et près de 2000 blessés. Un secouriste ramasse un sac de sport bleu et, comme prévu dans le cadre d'attentat, les affaires personnelles sont conduites dans un bureau de police local. Et là, on découvre qu'il est rempli d'explosifs. Le service de déminage vient et décide de couper le fil bleu. Ou le rouge, je ne sais plus. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Et là, on trouve des empreintes papillaires sur le sac, dont 2 sont exploitables. Alors la police espagnole, elle envoie les traces à Interpol et à de nombreux services de police étrangers, dont le FBI. Les traces sont analysées par l'AFIS, qu'on a vu dans le chapitre des méthodes de classification auparavant, et 3 fichiers sont analysés. Celui des délinquants fichés par la police, celui du personnel officiel, donc les militaires et les agents du gouvernement, et celui des personnes suspectées de terrorisme. Un premier tri se fait, puis un deuxième, et finalement, plusieurs experts identifient une personne, Brandon Mayfield, qui avait été fiché pour vol dans un véhicule pendant son adolescence, et ensuite dans le fichier de l'armée, un ancien militaire. Alors le FBI envoie tout ça aux Espagnols, et pour eux, c'est bof. Ils sont pas du tout convaincus de l'identification du FBI. Alors, Brandon Mayfield, c'est un avocat de 37 ans qui travaille dans l'Oregon et père de 3 enfants. C'est un ancien militaire donc, mais qui est converti à l'islam à la suite de son mariage avec une égyptienne. Et c'est vrai qu'il a eu des liens avec les talibans quand il a offert son aide juridique à un membre d'un groupe accusé de les soutenir. Alors, cet engagement, il conforte le FBI dans sa thèse. Il est surveillé de près, ses téléphones sont sur écoute, ses contacts et ses courriers sont analysés, et finalement, le juge en charge du dossier, craignant une fuite dans la presse et la disparition de pistes et de preuves, ordonne son arrestation. Le gars est arrêté à son bureau et il tombe des nues. Il comprend absolument pas ce qui lui arrive. On perquisitionne sa maison, son bureau, ses voitures. Le FBI récupère des dizaines de dossiers de ses clients, saisit des disques durs, des disquettes, des téléphones, etc. Et lui est envoyé en prison de haute sécurité, surveillé 24 heures sur 24, et il doit rester dans sa cellule 22 heures par jour. Les Espagnols, eux, ils réexaminent l'identification du FBI et ils sont toujours pas d'accord. Mais les experts américains n'en démordent pas de lui. Alors, dans leur enquête, les Espagnols y découvrent une planque qui aurait pu être utilisée par les auteurs de l'attentat. Et en effet, lors de leur interpellation, les occupants arrivent à se faire exploser et tuent un policier. Mais là, les Espagnols trouvent les empreintes qu'ils pourront identifier appartenant à un Algérien qui est fiché chez eux suite à une infraction aux lois de l'immigration. Ils comparent avec les traces de l'attentat et pour eux, c'est bon. Ils trouvent 14 minuties concordantes.
ils en informent le FBI, qui refait l'examen, et là, oups, ils doivent se rendre compte à l'évidence, ils se sont trompés. Mayfield est aussitôt relâché, et les États-Unis seront condamnés à lui verser 2 millions de dollars de dommages pour sa période d'incarcération. Alors il existe de nombreuses causes qui ont amené à cette erreur du FBI, tant dans l'excès de confiance en ses experts que des erreurs plus techniques. Si vous voulez connaître toute l'histoire, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo spéciale. Donc voilà, non, les empreintes digitales, ce n'est pas la solution ultime et les erreurs sont possibles. C'est comme toute donnée de criminalistique, elles font partie d'une enquête et elles ne doivent pas toujours être prises comme une preuve absolue. C'est un tout. C'est d'ailleurs dommage que cette abondance de films et séries sur le sujet influence l'opinion du public, mais également des jurys dans les tribunaux. Donc voilà, maintenant vous savez de quoi est composée une empreinte digitale, quels sont les différents types d'empreintes, quelles sont les méthodes pour les prélever et comment on peut les classer et les comparer. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques ou des expériences à partager avec les autres apprentivores, vous pouvez les laisser en commentaire et j'y réponds aussi vite que possible. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour en apprendre toujours plus sur le monde qui nous entoure. Au revoir, à bientôt, ciao!